Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche et pour vous interroger, je suis accompagnée de Cécile Cornudet des Échos. Bonjour à vous Cécile. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. À la veille d'un conseil de défense sanitaire, l'inquiétude prime face à l'explosion des cas de contamination et face aux éventuelles mesures de restriction qui pourraient être annoncées et venir ainsi freiner la reprise. Nous allons largement en parler et évoquer aussi bien sûr l'accélération tout aussi incroyable de la campagne présidentielle, notamment à droite. Bruno Le Maire, la droite républicaine est-elle de retour, comme l'a proclamé hier Valérie Pécresse? En tous les cas, les Républicains ont donc leur candidate pour la présidentielle, décrite comme une femme moderne, incarnant une droite réformatrice, attractive aussi pour le centre. Est-ce que cette description lui va bien? D'abord, je félicite Valérie Pécresse pour sa victoire. Je pense que sa victoire est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour la démocratie, une bonne nouvelle pour le débat démocratique. Moi, je préfère que ce soit une fraction plus raisonnable des Républicains qui l'ait emportée. Ensuite, malgré tout, il faut la regarder de près, cette victoire. C'est la victoire d'un parti qui est profondément fracturé. J'ai lu ce matin Éric Ciotti qui déjà se rappelle au bon souvenir de Valérie Pécresse en disant qu'il faut aller à droite toute et prendre les propositions les plus radicales possibles. Et c'est la victoire d'un parti rétréci, avec quelques centaines de milliers de votants, là où il y en avait des millions il y a encore quelques années. Donc maintenant, ça va être projet contre projet, proposition contre proposition, et nous devons offrir aux Français le plus beau débat démocratique possible. On va en parler, mais reconnaissez quand même que c'est une droite rassemblée derrière sa candidate, même si vous voulez voir des divisions. C'est une vraie photo de famille, une équipe de France, comme elle le dit elle-même. Et d'ailleurs, de la part de votre ancienne famille politique, c'est quasiment la première fois qu'on voit une telle équipe mise en place. C'est une photo plus qu'une réalité. Vous savez, je me suis toujours beaucoup méfié des photos, des images, de cette notion même de famille politique. Dans les familles, il peut y avoir des divisions profondes. Et au sein des Républicains, il y a une division profonde entre ce que peut incarner et porter Valérie Pécresse et ce que peut incarner et porter Éric Ciotti, qui a tout de même fait 40% des suffrages. La surprise de ce scrutin, c'est Éric Ciotti. C'est la manière dont une partie de l'électorat des Républicains s'est radicalisée, s'est retrouvée dans les propositions d'Éric Ciotti, qui dans le fond sont très proches. C'est des propositions qui sont très proches de celles d'Éric Zemmour. D'ailleurs, je vois qu'Éric Zemmour a tendu la main à Éric Ciotti. Donc maintenant, il y a une candidate. Ce qui compte une fois encore, c'est que ce soit projet contre projet et quelle vision de la France. Et quand je vois le projet de Valérie Pécresse, ce qui me frappe, c'est que c'est un projet de recyclage. C'est un projet pour le XXe siècle. C'est pas un projet pour le XXIe siècle. C'est ça qui me frappe le plus. Enfin, vous vous rendez compte? Rien sur le numérique. Rien sur la montée en puissance des géants du digital. Rien sur l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, la place de l'Europe. Attendez, la campagne commence. Rien sur l'environnement. Elle commence pas, Sonia Mabrouk. Ça fait des semaines que la campagne a commencé à droite et j'ai vu des débats d'un autre temps. Des débats du XXe siècle. Sur la retraite que vous n'avez pas fait, sur la dette que vous laissez filer. Elle a trouvé quand même des points faibles d'Emmanuel Macron sur lesquels anglais. Ce sont, Cécile Cornudet, ses propres points faibles. Ce sont les propres points faibles de Valérie Pécresse, qui a été, je le rappelle, ministre du Budget. Quand est-ce, Cécile Cornudet, que la dette française a explosé? Il y avait la crise de 2008. Et d'où il n'y avait pas la crise? 30 milliards d'euros de dettes supplémentaires quand Valérie Pécresse était ministre du Budget, tout ça pour 0% de croissance. Ils ont fait la réforme des retraites. Tout ça pour 0% de croissance et 11% de chômage. Nous, c'est 26 milliards d'euros de dettes supplémentaires, mais pour près de 7% de croissance, un chômage qui a baissé, 1 million d'emplois créés, un taux d'emploi qui est le plus élevé depuis à peu près un demi-siècle. Donc je veux être très clair sur la manière dont j'aborde le débat démocratique qui s'ouvre, à la fois en saluant la victoire de la candidate, en martelant que ce programme est un programme du XXe siècle, et en disant très clairement à Valérie Pécresse que j'ai entendu dire hier que Macron c'était le mur de la dette ou que c'était le mur des impôts, que je ne laisserai pas dire n'importe quoi. La dette a explosé quand elle est ministre du Budget, pour 0% de croissance, je le redis, et un taux de chômage qui a explosé. Quant aux impôts, en 2012, quand elle était ministre du Budget, elle les a augmentés, elle a fait voter la TVA sociale, là où nous, avec Emmanuel Macron, nous avons baissé les impôts de 25 milliards d'euros pour les ménages et de 25 milliards d'euros pour les entreprises. Enfin, vous avez quand même un débat bilan, démocratique. Bruno Le Maire. Bien sûr. Vous parlez du bilan de Valérie Pécresse. Parlons du vôtre, il est plus neuf, si je puis dire. Le nôtre, justement, c'est celui que je viens de vous présenter. Augmentation des impôts quand Valérie Pécresse était ministre du Budget, baisse de 50 milliards d'euros des impôts quand nous avons été au pouvoir avec Emmanuel Macron. Plus de 6% de croissance aujourd'hui,
Moins de croissance lorsque Valérie Pécresse était ministre du Budget. Sanitaire, c'est pas la même chose. Peut-être, Cécile Cornudet, que nous avons mieux géré la crise sanitaire et la crise économique, je le rappelle, la plus grave depuis 1929, que Valérie Pécresse a géré la crise économique de 2010-2012. Vous évoquez une campagne projet contre projet. J'aimerais vous soumettre les propos de Yannick Jadot, qui présente Valérie Pécresse comme une candidate, je cite, homophobe et anti-immigrée. Est-ce que ce type d'accusation vient dégrader la campagne présidentielle à venir, ou est-ce que ce sont des accusations légitimes dans le débat qui vient? Non, c'est tout ce qu'il faut éviter. C'est les faits contre les faits. Vérité contre vérité. Là, je vous donne juste des chiffres. L'augmentation de la dette, l'augmentation des impôts quand Valérie Pécresse était ministre du Budget, la baisse des impôts, les succès économiques de la France, quand nous dirigeons le pays depuis près de 5 ans avec Emmanuel Macron. Ce sont des faits. Mais les accusations, les excès en tout genre, la controverse pour la controverse, les étiquettes qu'on met comme ça sur le dos des candidats, je pense que c'est exactement ce que les Français ne veulent plus entendre. Ils veulent un débat démocratique digne, avec une hauteur de vue, où on leur montre voilà où nous allons aller. Et puis c'est projet contre projet. Vous avez une partie des candidats, ils veulent, M. Jadot en tête, emmener la France vers la décroissance, la restriction, la limitation de notre niveau de vie. Très bien. Et toujours plus de redistribution, et toujours plus d'impôts, et toujours plus de taxes. Ça, c'est un projet. Très bien. Pas la peine d'utiliser les mots que M. Jadot vient d'utiliser. Vous avez à l'autre bout du spectre politique, un rassemblement de droite très radical qui veut replier le pays sur lui et qui, dans le fond, est animé au plus profond de lui-même d'un sentiment de déclin et de résignation. Et puis, il y a la force politique que nous incarnons avec le président de la République et qui a pour elle un atout majeur. C'est que pendant 5 ans, elle a fait des choses. À vous entendre, c'est vous ou le chaos, Bruno Le Maire. Non. Là, vous nous présentez un paysage politique apocalyptique et vous seriez la seule flamme et lumière. Je vous présente un paysage politique qui, je crois, est lucide. La décroissance, le repli et le déclin, ou la poursuite de ce que nous avons déjà fait. Parce que nous avons beaucoup fait pendant ce quinquennat. Nous avons baissé les impôts, nous avons amélioré la fiscalité des entreprises, nous avons réformé les régimes spéciaux de la SNCF, nous avons, avec Jean-Michel Blanquer, profondément transformé l'éducation nationale. Nous avons ouvert de nouvelles usines, nous avons amorcé la reconquête industrielle avec 51 nouvelles usines en 2021. Nous avons renforcé l'attractivité de la France. Je pense, quand j'entends dire que certains font et que d'autres cherchent uniquement à plaire, nous n'avons pas cherché à plaire. Nous avons pris des décisions courageuses, des décisions difficiles. Et nous avons fait un nombre de choses très importants qui permet au pays aujourd'hui de sortir la tête haute et plus fort de la crise. C'est très intéressant. Il y a quelques mois, quelques semaines, Valérie Pécresse était la plus Macron-compatible. D'ailleurs, quasiment les ministres à la majorité le reconnaissaient. Et aujourd'hui, elle devient l'ennemi évidemment l'adversaire avec beaucoup de guillemets numéro 1, alors qu'il y a quelques semaines, elle aurait pu très bien être peut-être, dit-on un jour, Premier ministre d'Emmanuel Macron. Nous verrons ce que l'avenir nous dira. C'est un adversaire. Vous l'excluez pas? Elle aurait sa place dans votre maison? J'ai appris dans ma vie politique à ne rien exclure. Mais je regarde simplement de près ce qui est proposé aujourd'hui par la droite républicaine. Je vois une droite qui est fracturée et qui propose un programme pour le XXe siècle, qui met de côté toutes les grandes questions qui se posent aujourd'hui pour les Français. Et je le redis, je ne laisserai pas dire des contre-vérités sur ce que nous avons fait depuis 5 ans avec le président de la République. Je suis fier du bilan que nous avons. Je pense, comme vous le disiez, Cécile Cornudet, qu'on peut avoir des regrets. J'ai un regret sur la réforme des retraites, bien entendu. J'ai toujours considéré qu'elle était indispensable. Elle doit être une des priorités du prochain quinquennat d'Emmanuel Macron s'il décide de se représenter. Mais je crois que le bilan que nous avons est honorable, nous permet de dire aux Français que cela vaut le coup de continuer avec nous. Vous parlez d'une droite républicaine profondément divisée. Est-ce qu'on peut comprendre que, de votre point de vue, Valérie Pécresse est plus proche en dernière instance d'Emmanuel Macron que d'Éric Ciotti? C'est possible. Mais vous lui poserez la question. Mais je vous la pose néanmoins. Mais c'est possible. Enfin, j'ai vu dans la campagne des propositions qui sont totalement incompatibles entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. On verra jusqu'où cette fracture ira. C'est les Français qui trancheront. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est qu'en avril 2022, les Français puissent faire un choix clair sur ce qu'ils veulent pour le pays. Ce qui nous demande, à nous tous responsables politiques, d'éviter les invectives dont vous venez de parler tout à l'heure, d'être très clair sur ce que nous proposons pour les Français et d'éviter les contre-vérités et les mensonges. J'aimerais vous ramener sur une autre dimension, les invectives. Alors c'est une campagne qui s'annonce très musclée, mais qui s'annonce aussi violente. Pour l'instant, j'aimerais évoquer le rôle des groupes d'extrême gauche, Antifa, qui annoncent quelquefois la volonté de perturber des meetings, de harceler des candidats avec lesquels on peut être en désaccord complet. La question n'est pas là. Mais est-ce que vous voyez un problème dans la présente campagne, dans le rôle de
ces milices d'extrême gauche qui se permettent d'agresser, de multiplier les invectives et de chercher à empêcher les événements publics. Mais je vois un problème dans toute violence dans le débat démocratique. C'est celle-là qui frappe en ce moment. Dans toute violence. Enfin, dans le débat démocratique, regardez ce qui s'est passé dans l'élection allemande, il n'y a pas eu de violence. Il y a eu un débat démocratique serein entre des candidats qui proposaient des options différentes. Moi, j'ai décidé de prendre toute ma part dans cette campagne, de livrer le combat aux côtés du président de la République s'il décide d'être candidat, de défendre un bilan dont j'estime une fois encore que c'est un bon bilan pour le pays qui nous permet de nous redresser, de nous engager dans le 21e siècle. Mais ça doit être idée contre idée, conviction contre conviction. Il n'y a aucune place pour la violence, la menace, l'intimidation dans une démocratie qui est la démocratie française, héritière des Lumières, héritière de 1789, l'une des plus grandes démocraties de la planète, qui doit donner l'exemple, qui doit donner, pendant cette élection démocratique, l'exemple. On verra, on va continuer à en parler. Ce sont des meetings importants qui sont annoncés tout à l'heure, peut-être tendus. Une question que je n'ai pas envie de vous poser, mais je vais vous la poser quand même, parce que Valérie Pécresse est une femme candidate. Est-ce qu'on combat les idées d'une femme politique comme on combat les idées d'un homme politique? La question peut se poser. Elle-même, d'ailleurs, parle de cet argument. Elle dit « je suis une femme qui fait ». Enfin, pardon, mais un projet n'est pas genré. Un projet n'est pas féminin ou masculin. Il est bon pour la France ou il est mauvais pour la France. Le projet tel que je l'ai vu aujourd'hui de Valérie Pécresse, je ne regarde pas s'il est féminin ou masculin, je dis juste qu'il serait absolument formidable dans les années 80, à la fin du XXe siècle, quand on pensait qu'il fallait libéraliser à outrance, qu'il fallait tailler à la hache dans les effectifs dans la fonction publique, qu'on estimait que la politique n'avait plus rien à dire dans l'économie. Moi, j'ai écrit un certain nombre de livres, j'ai pris un certain nombre de décisions pour montrer au contraire que nous entrons dans un siècle d'investissement, où il faut investir pour rester au même niveau que les États-Unis et la Chine, et dans un siècle où l'économie doit être guidée par un projet politique. Ça n'a rien à voir avec être une femme ou être un homme. On affronte un projet exactement de la même façon. La politique ou le politique, elle est à une attaque qui fait mouche. Vous avez cramé la caisse, et c'est peut-être en partie pour cela que Valérie Pécresse s'est révélée durant les débats Les Républicains. C'est une réalité. Ça, vous dites pour de bonnes raisons, mais la caisse, elle est cramée. D'abord, elle n'est pas cramée, elle est toujours là. Je suis toujours à la tête d'un ministère des Finances où il y a un trésor et la caisse n'est pas cramée, elle est intacte. Je préfère le dire aux Français qui pourraient s'inquiéter. Et en deuxième lieu, la question que je renverrai à Mme Pécresse, c'est qu'est-ce qu'elle aurait fait à notre place ? Non, elle parle des dépenses qui ont eu lieu après le quoi qu'il en coûte sanitaire. Elle parle du quoi qu'il en coûte électoral. Oui, elle parle du quoi qu'il en coûte, mais très bien, qu'aurait-elle fait en mars 2020 si elle avait été à ma place ? Encore une fois, elle parle des aides pour Marseille, pour les harkis, je pense qu'elle parle plus largement. C'est quand on emploie ce genre d'expression, on arrose large. Donc il faut assumer d'avoir arrosé large. Vous avez fait un chapelet d'aides quand même, hein. Le plan Marseille, il faudrait une émission entière pour les citer. Vous pensez qu'il faudrait retirer les aides aux restaurateurs ? Non, pas du tout. Retirer les aides aux hôteliers ? Retirer les aides à tous ceux qui ont souffert de la crise ? Moi je pose simplement à la droite des Républicains, qu'aurait-il fait à ma place de ministre des Finances en mars 2020 ? Je pense que les décisions que nous avons prises avec Emmanuel Macron à ce moment-là sont des décisions qui ont sauvé des millions de Français, des centaines de milliers d'entreprises, que ces décisions étaient sages, responsables et efficaces. Et ce qu'a montré très bien un rapport de l'Institut des politiques publiques, c'est qu'il est moins coûteux de protéger que de réparer. Que si nous n'avions pas protégé les Français, les entreprises, les salariés, nos compétences, nos savoir-faire, d'abord nous aurions perdu des entreprises et savoir-faire que nous n'aurions jamais retrouvés dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans les nouvelles technologies. Mais en plus, cerise sur le gâteau, nous aurions eu non pas 115% de dette, mais 126% de dette. Donc si la droite républicaine a d'autres propositions à faire que la manière dont nous avons géré la crise, qu'elle est présente. Parce que je pense que dans le fond, ce qui les aurait peut-être guidés, c'est justement l'incapacité à changer de logiciel, à affronter la crise et à protéger. C'est bien le drame de la droite républicaine. Elle n'a pas travaillé pendant 5 ans. Vous avez le monopole du changement de logiciel. Vous les connaissez, c'est votre ancienne famille politique. Reconnaissez-leur quand même une capacité d'adaptation comme la vôtre. Je constate qu'ils n'ont pas changé de logiciel et qu'ils vous disent vous avez cramé la caisse. Nous avons protégé les salariés et les entreprises. Je pense que c'était la bonne et sage décision. Et nous allons continuer à en parler parce que peut-être qu'il faudra de nouveau les protéger sous une forme différente. Est-ce qu'il peut y avoir un retour du quoi qu'il en coûte ? La situation sanitaire, évidemment, qui fait partie des larges conversations en ce moment avant les fêtes est d'une importance cruciale. On marque une pause et on se retrouve pour en parler. Et merci d'être avec nous en ce dimanche pour le grand rendez-vous de Bruno Le Maire. Vous avez choisi, Monsieur le Ministre, de débattre avec Éric Zemmour. Ce sera ce jeudi soir. Votre objectif est-il de l'emmener
sur un terrain, il est vrai, sur lequel il ne va pas très souvent, le terrain économique? Non, nous débattrons de tout. Un projet pour la France, ça inclut les questions culturelles, les questions migratoires, les questions économiques, les questions financières. La France est un tout. Et le projet doit être un tout. Donc je suis prêt à débattre de tous les sujets avec M. Zemmour. Alors, en 2019, vous avez débattu avec lui au Cirque d'hiver à l'invitation de Valeurs Actuelles. Et je m'en souviens. Je vous cite, vous disiez tout le plaisir que vous aviez à débattre avec Éric Zemmour. Et il y a quelques semaines, vous nous avez expliqué que, je vous cite, « Je vois des gens qui vous expliquent qu'Éric Zemmour est quelqu'un de charmant, intelligent et cultivé. Pour moi, il n'a aucune de ces trois qualités. Dans lequel des deux états d'esprit arrivez-vous pour débattre avec lui dans quelques jours ?» Toujours le même. Vous savez, moi, je suis très constant, j'aime le débat. Vous avez plaisir à débattre avec des gens qui ne sont ni cultivés, ni intelligents, ni charmants? J'ai plaisir à débattre avec des personnes qui ne partagent pas mon idée de la nation française, mon idée de l'avenir de la France. Et je pense que c'est ça l'intérêt du débat démocratique et c'est l'intérêt d'une campagne présidentielle. C'est qu'on peut mettre deux visions différentes de la France face à face. Donc j'affronte ce débat avec beaucoup de sérénité et en même temps en étant impatient de pouvoir confronter nos visions de la France. On note que vous le faites, que vous êtes pour la confrontation saine, légitime, nécessaire plutôt que l'interdiction. Ça, c'est quand même une différence avec d'autres personnalités politiques qui affirment qu'il faut l'interdire ou interdire ces meetings. Enfin, c'est absurde. L'interdiction, c'est le refus démocratique. La démocratie doit vivre. Et les idées, elles se combattent pied à pied, certainement pas en se planquant. On peut tout me reprocher dans ma vie politique, mais je ne me suis jamais planqué. Tous les combats politiques, quand il fallait livrer, je les ai livrés. Je livrerai aussi celui contre M. Zemmour. Bruno Le Maire, demain, il y a un nouveau conseil de défense sanitaire sur le Covid et la prolifération de l'épidémie qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesures nouvelles sans affecter l'économie? Vous êtes contre, par exemple, les jauges, le télétravail. Qu'est-ce qui reste? Je pense que nous devons faire le maximum pour éviter toute nouvelle mesure de restriction sanitaire. Pourquoi? D'abord parce que nous avons une stratégie avec le président de la République, avec le Premier ministre Jean Castex, avec le ministre de la Santé Olivier Véran, qui marche. Très souvent, quand on compare... Ça s'emballe. Oui, mais ça marche. C'est-à-dire que nous avons une stratégie de passe sanitaire, de respect des gestes barrières et de vaccination de masse. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui à près de 80% de la population en âge d'être vaccinée qui est vaccinée. Donc nous avons bien protégé les Français. Sans doute mieux d'ailleurs que d'autres pays qui, du coup, en Europe, sont confrontés à une vague plus forte et plus précoce. Nous, la vague est plus tardive et elle est moins forte. Parce que notre stratégie sanitaire a fonctionné. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on change de stratégie en cours de route. Nous avons une stratégie sanitaire. Elle protège les Français. C'est vrai que le nombre de cas augmente et donc on doit vraiment être très vigilant sur le respect des gestes barrières et sur la vaccination, y compris les nombres d'hospitalisations. Vous avez raison. Pourquoi pas aller plus loin sur le télétravail? Ce matin, dans le JDD, le virologue Bruno Lina dit que c'est ça qu'il faudrait toucher parce que c'est moins de personnes dans les transports. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé en discuteront et prendront les décisions nécessaires. Moi, je crois profondément que nous devons tout faire pour tenir cette ligne de stratégie vaccinale qui marche. Olivier Véran a annoncé l'ouverture de 300 centres de vaccination supplémentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de Français. Ils sont toujours pas ouverts. Mais ils sont en train d'être ouverts. Il y a les doses de vaccins nécessaires. Nous devons tout faire pour éviter de nouvelles mesures de restriction sanitaire. Pourquoi? C'est pas que pour l'économie, Cécile Cornudet. C'est pour le moral des Français. Parce que ça pèse sur le moral des Français. Que ça fait près de 2 ans que ça dure. Que c'est difficile pour les familles, pour les personnes seules. C'est très dur pour les enfants. Qu'il y a des fêtes de Noël qui approchent et que vraiment, de tout mon cœur, je souhaite que les Français puissent vivre ces fêtes de Noël sereinement et sans nouvelles mesures de restriction sanitaire. Ça suppose qu'on soit tous et chacun responsable. Même s'il n'y a pas de nouvelles mesures de restriction, Bruno Le Maire, des secteurs entiers sont en souffrance, perdent de l'argent, l'événementiel, le tourisme et tous les métiers qui y sont associés. Comment les aider? Est-ce qu'il faudrait remettre au centre de la table la discussion, le quoi qu'il en coûte, même si ce sera une forme différente? Nous sommes sortis du quoi qu'il en coûte, ce n'est pas pour y revenir. Je le redis, il y a une stratégie sanitaire, il faut s'y tenir. Il y a une stratégie économique, il faut s'y tenir. C'est ça qui est efficace. Nous avons accompagné tous ces secteurs depuis 2 ans. Et je m'en félicite, je le redis, on n'a pas cramé la caisse. On a protégé des restaurateurs, des hôteliers, des directeurs d'établissements sportifs et ainsi de suite. Aujourd'hui, la situation sanitaire pèse sur un certain nombre de secteurs très précis.
Je pense en particulier à l'événementiel. Je pense aux restaurateurs qui voient des annulations. Vous savez, je suis en contact avec eux tous les jours. C'est des dizaines de messages, des SMS, des boucles WhatsApp où je vois qu'effectivement, il y a des annulations en cascade dans un certain nombre de secteurs. Je discute avec eux. On va regarder, chiffres à l'appui, ce que cela signifie sur le chiffre d'affaires de ces secteurs. Et quoi qu'il arrive, plutôt que quoi qu'il en coûte, nous resterons présents. Nous n'avons pas abandonné un seul restaurateur, pas abandonné un seul patron de l'événementiel depuis 2 ans. Nous ne laisserons tomber personne. Mais face aux annulations, je veux dire, c'est impossible au cas par cas, on va regarder. J'étais dans le Golfe avec un certain nombre de représentants du secteur événementiel. J'en ai parlé avec eux. Ils m'ont montré leur liste d'annulations. Je comprends parfaitement leurs préoccupations. Nous allons regarder les chiffres et nous verrons ce qui est nécessaire de faire. Mais ce sera donc quoi qu'il en coûte, j'allais dire presque au cas par cas, sur mesure. Au cas par cas, sur mesure, parce qu'il y a des secteurs qui redémarrent très fort et d'autres où effectivement les gens se disent il y a une vague sanitaire à nouveau, j'avais prévu d'organiser un pot d'entreprise ou autre, qu'est-ce que vous dites au restaurateur d'aujourd'hui? Vous lui dites contactez mes services, on verra au cas par cas. Je leur dis, pas tous. Ils me contactent tous déjà, ils sont très bien représentés. J'ai participé à toutes les réunions du monde de la restauration et de l'hôtellerie depuis 15 jours. J'étais à Strasbourg il y a quelques jours pour échanger avec eux. Moi, je ne crois qu'au dialogue et au contact permanent. Je suis en contact permanent avec ces secteurs. Pour certains, la réponse pour en finir une fois pour toutes avec l'épidémie, c'est la vaccination obligatoire. Est-ce aussi votre avis? Non, ce n'est pas le chemin que nous avons suivi. Nous avons choisi une autre voie. Vous variez parfois, faut le reconnaître. Parce que vous avez dit à l'instant T, je ne veux pas que la stratégie change. Monsieur Véran varie aussi. Pardonnez-moi, c'est pas un jeu de mots. Votre politique varie. Faisons preuve de la plus grande humilité face à une crise sanitaire qui nous a tous pris de court. Je pense que nous avons trouvé la bonne stratégie. Passe sanitaire, vaccination, rappel vaccinal. Il faut se tenir à cette stratégie. Je pense que si vous commencez à ouvrir la voie à la vaccination obligatoire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez susciter des réactions de défiance, d'hostilité très fortes, retrouver à nouveau cette violence qui doit disparaître de nos débats démocratiques. Donc je propose que nous en tenions à une stratégie sanitaire qui a montré depuis des mois son efficacité. Monsieur le ministre, vous parlez d'une stratégie sanitaire efficiente malgré tout. Et beaucoup de Français qui nous regardent ne peuvent pas avoir les rendez-vous escomptés, ont peur que leur passe soit déconnecté. Les centres de vaccination promis ne sont pas là. Est-ce que ce n'est pas un manque d'anticipation quand même, alors qu'on aurait pu s'attendre que malheureusement l'épidémie n'allait pas disparaître du jour au lendemain? Alors je ne suis pas ministre de la Santé, mais j'ai eu l'occasion d'en discuter évidemment avec Olivier Véran, qui m'a confirmé l'ouverture progressive le plus rapidement possible de ces 300 centres et 500 à 600 000 créneaux de réservation pour la 3e dose, pour ceux qui aujourd'hui se sont inscrits. Je comprends leur inquiétude, ils se sont inscrits, ils se disent mais j'aurai pas ma 3e dose avant mars. Ce ne sera pas le cas. Ce sera plus tôt que cela. Il y a de nouveaux rendez-vous qui vont être ouverts et les Français pourront s'inscrire plus rapidement. Une question sur l'impact malgré tout de la 5e vague et de l'arrivée de ce variant sur la croissance française. Comment vous l'anticipez, cet impact? Je considère que ce variant, à l'heure où je vous parle, n'aura pas d'impact sur la croissance française. Que nous aurons, comme j'ai eu l'occasion de le dire, une des plus fortes croissances de la zone euro en 2021, que les choses sont bien orientées et que ce qui mérite la plus grande attention aujourd'hui, c'est surtout les pénuries de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs et la pénurie d'un certain nombre de biens, soit du bois, de l'acier, de l'aluminium, même si c'est en train de se résorber, ou des semi-conducteurs qui pèsent terriblement sur l'industrie française, notamment l'automobile et l'aéronautique. On va continuer à parler d'économie. Vous étiez avec le président de la République en tournée en péninsule arabique. Beaucoup de commentaires suite à un contrat record des Rafales. Ce sujet et d'autres, la politique évidemment, continue à en parler. Une courte pause et on se retrouve. Et notre invité, le ministre de l'économie et de la relance, Bruno Le Maire, vous étiez avec le président de la République en tournée dans la péninsule arabique. La signature du contrat record de vente de 80 Rafales aux Émirats arabes unis a suscité une avalanche de commentaires. On va parler des retombées économiques, monsieur le maire, mais est-ce que vous assumez de travailler avec des régimes autoritaires qui ont du sang sur les mains? J'assume que nous avons, avec le président de la République, obtenu le contrat le plus important pour les Rafales français, que nous avons vendu 12 hélicoptères Caracal aux Émirats arabes unis qui sont produits, assemblés en France à Marignane. Et que donc, là encore, nous faisons les choses. Je pense que c'est la meilleure réponse au déclinisme ambiant. Les matériels
militaires français sont parmi les meilleurs au monde. Ils créent des emplois. Ils nous permettent de rester au meilleur niveau technologique. Et les Émirats arabes unis sont un partenaire essentiel de la nation française. Plus largement, il y a eu la rencontre avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. Sans être décliniste, on peut avoir une distance par rapport à un prince héritier dont les États-Unis l'accusent quand même du meurtre du journaliste Kamal Khashoggi, qui utilise les armes françaises contre la population yéménite, qui a un double jeu aujourd'hui dans une région et un pays essentiel pour nous, en tout cas de l'autre côté de la Méditerranée, comme la Libye. Comment se comporter avec lui ? Vous êtes attaché au Liban, j'imagine, Sonia Mabrouk. Je suis attachée au Liban comme à différents pays, d'autres, oui. Vous voyez ce qui se passe au Liban. Oui. Vous voyez le drame que vit la population libanaise. Le Liban, c'est un peuple frère. C'est une nation dont la proximité historique avec la France remonte à loin et dont la culture est extrêmement proche de la nôtre. La solution du drame libanais se trouve en grande partie en Arabie Saoudite. Alors tous les donneurs de leçons, tous les angélistes qui visiblement ne connaissent pas grand-chose aux rapports de force internationaux, pensent très sincèrement qu'on va pouvoir améliorer le sort de la population libanaise, des enfants libanais, sans discuter avec l'Arabie Saoudite, ils ont tort. Faire de la politique, en particulier de la politique internationale, c'est savoir faire preuve de lucidité, c'est faire preuve de courage. Eh bien moi j'estime que le président de la République, en se rendant en Arabie Saoudite, en affrontant, il savait parfaitement qu'il allait affronter les critiques de cet ordre-là, parce qu'il voulait que la situation s'améliore au Liban et qu'enfin ce peuple martyr ait une solution devant lui, il a fait un geste courageux et il a fait un geste nécessaire. Bien, mais il n'y a pas une hiérarchie entre le pays. Évidemment, nous avons des liens essentiels avec le Liban. Je ne fais pas de hiérarchie entre les pays. Je dis qu'il est trop facile. La question d'un journaliste démembré. Mais il est trop facile d'aller reprocher au président de la République tout et son contraire. Il savait parfaitement qu'il y aurait ces critiques. Nous sommes parfaitement lucides sur ce qui a pu être commis par l'Arabie Saoudite. Mais nous voulons aussi que le sort de la population libanaise s'améliore. Et nous savons parfaitement que pour améliorer le sort de la population libanaise, le chemin passe par Riyad. C'est quoi les retombées économiques d'un tel contrat ? Comment vous les estimez ? Sur le Rafale ? Oui. En tous les cas, les accords ce que je vois simplement, c'est que cela montre que l'industrie française, militaire ou civile, est aux meilleurs standards mondiaux. Et que tous ceux qui nous expliquent que la France est finie, l'industrie française c'est fini, l'aéronautique française c'est fini, la reconquête industrielle c'est impossible, se trompent et mentent aux Français. Parce que quand on se déplace à l'international et qu'on discute comme nous l'avons fait avec le président de la République, avec le chef d'État des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, il vous dit, lui, au contraire, que les technologies françaises sont les meilleures au monde et qu'il veut les avoir. Quand on lui dit que nous allons investir dans un nouveau programme spatial que je présenterai demain sur le site de Vernon avec mon ami Sébastien Lecornu, il est intéressé pour participer. Il dit tiens, les Français qui ont fait Ariane 6 avec les autres Européens s'engagent enfin dans la voie des lanceurs renouvelables, des mini-lanceurs. Ils ont un projet de constellation en orbite basse. Ils ont un projet de moteur à hydrogène. Mais ils doivent être fiers qu'à l'étranger... Mais bien sûr, ils doivent être fiers quand la France réussit. Et ils doivent être fiers que les technologies françaises, notamment dans le secteur spatial, qui va permettre de créer le monde de demain, soient recherchées par tous les pays du monde. Pourquoi est-ce que je m'insurge avec tant de force contre le déclinisme ? D'abord, c'est qu'il est contraire à l'esprit français et qu'il est contraire à la réalité des faits. Vous vantez le contrat des Rafales. Est-ce qu'il vient effacer en quelque sorte l'échec du contrat des sous-marins ? En tout cas, il montre qu'une bataille n'est jamais perdue. Et qu'avec de la volonté, on est capable de renverser les choses et de renverser les situations. Le président de la République, Emmanuel Macron, a, avec ce contrat, renversé une situation qui nous était défavorable. J'ai une question, Bruno Le Maire, sur le plafonnement du prix de l'électricité. Les tarifs réglementés ont été présentés jeudi dernier plus haut que prévu, ce qui va forcer la note du gouvernement pour respecter sa promesse de plafonnement. Barbara Pompili a évoqué 12 milliards d'euros au lieu des 5 milliards envisagés. C'en est où ? Là aussi, nous anticipons et nous agissons. Donc plus nous faisons. 12 milliards, vous reprenez aussi. L'engagement qui a été pris par le Premier ministre, c'est de plafonner les prix de l'électricité à 4%. Donc nous le ferons. Ça représente, aujourd'hui, c'est ce que nous avions anticipé dans le projet de loi de finances, 5,9 milliards d'euros si les prix de l'électricité augmentaient de 15%. Si jamais ils augmentent, mettons, de 20%,
ce ne sera pas 5,9 milliards d'euros la note, ce sera 8 milliards d'euros. Nous sommes déjà en train de travailler, mais ça dépend totalement. Si c'est 25%, ce sera davantage. Il faut que nous comblions l'écart entre les 4% et les 10, 15, 20, 25%. Comme les marchés de l'énergie sont extraordinairement volatiles, je ne peux pas donner de chiffres précis. La seule chose que je peux dire, c'est que nous compenserons. Nous compenserons par la réduction de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la fameuse TICFE. Si jamais ça ne suffit pas, nous travaillons déjà avec le Premier ministre sur d'autres options de façon à protéger, je ne vais pas les donner ce matin, je veux juste garantir aux ménages français et aux entreprises françaises que nous les protégerons contre l'augmentation des coûts de l'électricité. Et par ailleurs, sur le long terme, parce que là aussi, nous anticipons, nous essayons de voir un petit peu plus loin que le bout de notre doigt, nous livrons la bataille sur le marché européen de l'énergie. Je redis à quel point le fonctionnement de ce marché européen de l'énergie est aberrant. Nous l'avons dit avec mon homologue espagnol. On ne va pas continuer très longtemps. On va livrer cette bataille parce que nous n'allons pas continuer très longtemps à payer le coût marginal d'augmentation des centrales au gaz, alors que nous avons investi dans le nucléaire en France et dans les énergies renouvelables en Espagne. Un terme revient en boucle dans votre propos. Vous critiquez le déclinisme. Mais que classez-vous sous ce terme? Parce que s'inquiéter pour l'avenir industriel de la France, s'inquiéter pour la perte d'influence diplomatique en quelques cas, s'inquiéter pour l'avenir de l'identité nationale, est-ce que tout ça, pour vous, c'est du déclinisme? Mais le déclinisme fait de ces angoisses une vérité. Mais ce sont des peurs légitimes. Mais les peurs sont légitimes, mais faire de la politique, ce n'est pas céder aux peurs. Mais c'est les nommer quelquefois. Non, c'est les combattre. Bien sûr que les Français peuvent se poser des questions sur qui sommes-nous aujourd'hui en Europe ? Quel rôle pouvons-nous jouer sur une scène internationale où on voit monter en puissance la Chine de manière aussi spectaculaire ? Avons-nous encore les moyens d'avoir accès aux technologies qui garantissent la puissance ? Et les déclinistes jouent avec les angoisses des Français, avec les peurs. Ils en font un amalgame pour en faire, au bout du compte, une montagne insurmontable. Parce que c'est vrai que si vous mettez tous les problèmes les uns au-dessus des autres, tout ça devient absolument insurmontable. Ma méthode politique est radicalement différente. Diviser les problèmes, serrer les difficultés pour à chaque fois apporter une solution. Et garder au fond de soi-même, au plus profond de soi-même, cette idée très simple que la France a encore quelque chose à dire au XXIe siècle et qu'elle a des ressorts profonds pour y arriver. La France n'a pas dit son dernier mot. Elle n'a pas dit, Éric Zemmour, elle n'a pas dit son dernier mot. Je peux parfaitement reprendre cette expression, elle ne me dérange pas du tout. Il faut juste savoir quels sont les mots que l'on veut dire aux Français. Et les mots que dit M. Zemmour sont des mots qui divisent. Je pense qu'une des conditions de cette ambition française, c'est d'avoir des mots qui rassemblent, des mots qui consolent, des mots qui projettent. En tous les cas, une chose est sûre, en vous écoutant depuis le début de cette émission, Bruno Le Maire, c'est que vous faites partie du dispositif évidemment présidentiel, du président candidat Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de réactions depuis ce que vous avez dit tout à l'heure sur Valérie Pécresse, rappelant que lorsqu'elle a été ministre du budget, où étiez-vous déjà ? Mais j'étais ministre de l'Agriculture. Donc vous êtes responsable aussi de la politique menée. Je ne sais pas, il y a un principe de compétence. Il y a un principe de solidarité. Y a-t-il pas un principe de solidarité au sein d'un gouvernement ? Il y a un principe de compétence. Quand on est ministre de l'Agriculture, on s'occupe des paysans français. Ça a peut-être été le plus grand honneur de ma vie politique que de m'occuper des paysans français auxquels je suis profondément attaché. Et puis il y a un ministre du budget, un ministre de l'économie, un ministre des Finances. Vous n'avez pas claqué la porte en disant « Mon Dieu, la dette, c'est pas possible, non, mais je rappelle qu'à l'époque, j'avais souhaité d'ailleurs être ministre des Finances. Ça ne s'était pas fait. Exact. Ça s'est fait un peu plus tard. Donc on ne va pas en plus maintenant me reprocher des décisions qui n'étaient pas les miennes. On va continuer à parler sur ce sujet et d'autres et beaucoup de choses dans votre livre qui ont trait à la politique. Il y a aussi ce que vous êtes, l'homme Bruno Le Maire derrière le politique. On va en parler. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Notre invité, Bruno Le Maire. La première question de cette dernière partie vous est posée par Cécile Cornudet. Oui, Bruno Le Maire, on sent que les préparatifs à la campagne d'Emmanuel Macron s'activent. Vous êtes plutôt maison commune ou horizon d'Édouard Philippe ? Je ne suis pas très parti. Donc pas très horizon. Je ne suis pas très... Non, pas très Édouard Philippe, très bonne initiative. Non, c'est une très bonne initiative qu'a prise Édouard Philippe d'avoir un parti qui peut rassembler, de s'engager dans la campagne d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais je n'ai jamais caché que j'avais un goût assez modéré pour les organisations partisanes. Édouard Philippe est un peu comme Valérie Pécresse finalement. Il dit le quoi qu'il en coûte pour le sanitaire c'était bien, mais il faut faire attention après parce que il y a la dette qui file et on ne fait pas attention assez aux dépenses publiques. Mais nous faisons très attention aux dépenses publiques. Simplement, il faut bien voir le moment où nous sommes. Mal ces critiques qui le moment où je prends pas mal des choses qui ne sont pas des critiques. Un avertissement peut-être. Ni un avertissement.
nous avons, avec Édouard Philippe, rétabli les comptes publics de la nation, sorti la France de la procédure pour déficit public excessif, retrouvé des moins de 3% de déficit public qui n'avaient pas été atteints depuis des années. Donc je pense que le travail, là encore, a été fait. Maintenant, à quel moment sommes-nous ? Nous sommes à un moment où il faut investir massivement dans le numérique, dans la transition écologique, dans l'hydrogène, dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire, pour créer un nouveau parc nucléaire qui soit efficace, dans les biotechnologies, dans l'intelligence artificielle. D'accord. Pourquoi ? Non, tout le monde n'est pas d'accord. Sur ce genre d'investissement, c'est plutôt consensuel. Non, parce que personne d'autre n'en parle que nous, et surtout personne d'autre ne le fait. Personne ne parle de numérique, personne ne parle d'autres investissements. J'ai pas entendu parler beaucoup des projets des uns des autres. Tout le monde est sur les EPR, par exemple. Tous les candidats. Nous avons le mérite de la cohérence. C'est-à-dire que nous ne disons pas d'un côté qu'il faut rétablir à la schlag les comptes publics le plus vite possible en revenant sous les 100%. On peut pas faire les deux en même temps, investir, mais dans les dépenses du quotidien, être plus raisonnable. On doit investir, pourquoi ? Pour maintenir la souveraineté française. Parce qu'il n'y a plus de souveraineté politique au XXIe siècle sans souveraineté technologique. Vous n'êtes pas indépendant lorsque vous importez votre hydrogène vert ou lorsque vos réseaux de communication sont aux mains des Chinois. On pourrait vous dire la même chose pour la dette. Ou des Américains. Nous sommes souverains qu'avec une dette maîtrisée. Bien sûr, mais il faut pour cela mettre à côté de ces investissements un projet raisonnable, responsable, déterminé de réduction des déficits publics et de rétablissement de nos comptes publics. Nous avons fixé un calendrier, 2027. Nous avons fixé une méthode, la croissance et des réformes de structure, dont la réforme des retraites. Non. Non, ce n'est pas le même projet. Pour avoir mené l'un des débats Les Républicains, c'est un sujet essentiel. J'ai suivi ce débat avec beaucoup d'attention. Je les entends nous dire qu'ils vont faire un comité de la hache. C'est la méthode des années 30. C'est la méthode brutale qui ne marche pas. Moi, je dis que la priorité est à l'investissement pour maintenir notre souveraineté, que le rétablissement des finances publiques est essentiel, mais qu'il doit se faire progressivement et de manière responsable pour ne pas risquer de casser la croissance. Vouloir rétablir trop vite les finances publiques, c'est exactement ce qui a été fait en 2010. Ça a cassé la croissance, créé du chômage, et nous en payons toujours aujourd'hui le prix. Sachons tirer les leçons de nos erreurs, avec beaucoup d'humilité. Il faut investir aujourd'hui et rétablir les finances publiques avec fermeté, mais sans précipitation. À la Saint-Glinglin. Non, non, Sonia Mabrouk, je ne peux pas. Mais ceux qui écoutent ce matin se disent très bien. J'ai écouté vos débats. Sonia Mabrouk, ceux qui nous écoutent ce matin m'ont écouté avec beaucoup d'attention. Comme j'ai écouté vos débats avec beaucoup d'attention, j'ai donné un chiffre et une date, 2027. Ouais. J'ai donné un calendrier. J'ai donné une méthode. La croissance, la réduction des déficits et des réformes de structure, assurance chômage, que le président de la République a eu le courage de faire, une réforme de l'assurance chômage qui incite au retour à l'emploi, résultat, le plus fort taux d'emploi depuis un demi-siècle, et réforme des retraites sur lequel le président de la République s'est prononcé sans aucune ambiguïté. Nous sommes clairs dans ce que nous voulons faire, et dans le calendrier, et dans la méthode. Ça va si les taux ne montent pas. Mais puisque l'inflation est plus longue et plus forte que prévu manifestement, est-ce qu'on ne va pas arriver à ça? Et comment vous assurerez le service de la dette si c'est le cas? Mais je crois que la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a eu des mots très justes sur ce sujet. Là aussi, si nous changeons de stratégie, que tout d'un coup nous modifions la politique monétaire ou la politique budgétaire de manière trop brutale, parce que tout d'un coup nous manquerions de sang-froid. Nous sommes à une période où il faut du sang-froid. Quelles seraient les conséquences? Immédiatement, effectivement, remontée des taux d'intérêt, moins d'investissement, chute de la croissance. C'est ce qu'on a connu au cours des décennies passées. Une croissance insuffisante parce que nous changions sans cesse de stratégie. Là, nous avons une stratégie qui est très claire, qui vise à investir dans les nouvelles technologies, à avoir une politique monétaire accommodante, confirmée par Christine Lagarde, pour que nous puissions financer ces investissements et un programme de rétablissement des finances publiques avec un calendrier et une méthode. Restons-en à cette stratégie. Je constate, chiffre à l'appui, qu'elle nous donne de la croissance, des emplois et de l'attractivité. Alors, j'ai lu votre livre avec intérêt et il y a une forme de paradoxe qui traverse cet ouvrage. D'un côté, vous reconnaissez que des angoisses profondes traversent le pays et de l'autre côté, vous dites que la France va finalement mieux qu'on ne le croit. Et je vous cite, vous dites par exemple, pour vous en désoler, la suspension du regroupement familial pour 5 ans, voire de toute immigration, a, je cite encore, un succès d'audience garanti. Alors, j'aimerais vous poser une question toute simple. Pourquoi de telles propositions ont un succès d'audience garantie? Vous plaidez l'écoute du peuple. Est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas une angoisse, une inquiétude réelle, non seulement de maîtrise, mais véritablement de diminution très forte de l'immigration en France? Bien sûr que si, qu'il y a une inquiétude.
Mais vous vous désolez, sûr, cela dit tout ça, vous présentez que c'est de la démagogie, du populisme. Pas du tout, je dis pas du tout que c'est de la démagogie, du populisme, je dis simplement que apporter comme réponse à cela de renvoyer tout le monde chez soi ou de bloquer totalement les flux migratoires n'est pas la bonne réponse. Moi je crois à des réponses là aussi très circonstanciées, où on regarde flux migratoire, pas flux migratoire, le rapprochement familial, la question de l'asile, la question de l'immigration du travail, et à chaque fois on apporte des réponses. Est-ce qu'il faut par exemple durcir un certain nombre de conditions sur le regroupement familial? Moi c'est un débat, je me suis prononcé dans mon livre. Ma réponse est oui. Est-ce qu'il faut sur l'asile, comme le fait avec beaucoup de courage Gérald Darmanin, accélérer les procédures, faire en sorte que les dossiers soient inscrits plus rapidement? Ma réponse est une fois encore oui. Et si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, on voit bien. Est-ce qu'il faut plus d'efficacité? Oui, monsieur le ministre, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est aussi ce que nous sommes en train de faire, puisque nous avons raccourci de manière très significative les délais d'instruction des dossiers d'asile en première instance. Mais chacun sait maintenant que le problème s'est décalé sur l'appel de cette décision. C'est ce que Gérald Darmanin est en train de traiter. Et je crois, en termes de méthode, qu'il vaut mieux regarder les choses point par point, difficulté par difficulté, en reconnaissant qu'il y a des difficultés, en reconnaissant qu'il y a une inquiétude légitime sur le contrôle des flux migratoires en France, et y apporter des solutions qui soient efficaces et circonstanciées. J'ajoute un tout dernier point sur l'immigration. C'est d'autant plus important que nous ne sommes qu'au début des difficultés sur le sujet. Nous savons tous qu'entre le réchauffement climatique et surtout le risque de grandes divergences économiques entre les pays du Nord qui ont bien protégé leur économie et bien relancé leur économie, et les pays du Sud qui ont consacré 10 fois moins de moyens à la protection de leur économie, à la relance de leur économie, ça risque effectivement de provoquer des flux migratoires massifs. Raison de plus pour traiter ce sujet avec responsabilité et fermeté. Mais quand des Français disent aujourd'hui ils ne se sentent plus, ils se sentent étrangers en leur propre pays, la France n'est plus la France ou risque de ne plus être la France, pour citer M. Ciotti, est-ce que ce sont des formules qui vous semblent inquiétantes, racistes, d'extrême droite, ou on peut dire on se sent étranger chez nous sans être classé à l'extrême droite? Aucune parole de français, je dis bien aucune, ne doit être méprisée. Et donc, je crois que c'est un des messages que je passe dans mon livre sans cesse. Il faut écouter les Français. Si un certain nombre de compatriotes nous disent, attendez, vous avez vu la manière dont certains s'habillent, dont certains se comportent, vous avez vu comment certains jeunes estiment que la loi religieuse doit l'emporter sur la loi de la République, ça les inquiète, ils disent c'est inacceptable, ils ont raison. Mais il faut les écouter et y apporter des réponses. J'ai mené le combat depuis des années contre l'islam politique. Je crois avoir été avec d'autres un des responsables politiques qui a nommé le plus tôt et le plus clairement le combat essentiel qui est un combat culturel contre l'islam politique. Je vous dis ce matin que sur l'immigration, nous avons commencé à faire le travail avec Gérald Darmanin, avec le président de la République, et que je suis convaincu que nous devons aller encore plus loin pour mieux maîtriser nos flux migratoires. Encore plus loin, vous arrivez jusqu'aux propositions des Républicains? Non. On ne va plus s'y retrouver. Alors là, pour le coup, ce serait la même politique. Mais la politique que nous menons est une politique de fermeté, mais qui ne vise pas non plus à diviser les gens les uns contre les autres. Parce que je pense que sur ces sujets migratoires, qui sont des sujets aussi humains et profondément humains, les réponses doivent être des réponses précises, qui ne pointent pas du doigt une communauté ou une autre. Moi, ce que je reproche aux extrêmes, c'est que dans le fond, ils considèrent qu'un étranger restera toujours toute sa vie un étranger en France, ne deviendra jamais français, ne pourra pas s'assimiler à la nation française, ne pourra pas y trouver toute sa place. Vous dites je crois exactement le contraire. Mais vous reconnaissez, je devine, que parmi bien les Français naturalisés, ils ne sont pas encore assimilés culturellement à la France. C'est un problème majeur aujourd'hui. Mais le problème, c'est la réaffirmation de la culture française. Je le dis depuis à peu près 10 ans. C'est la parfaite maîtrise de la langue française. C'est la connaissance et la valorisation de notre histoire. C'est sûr, et je le dis, je crois, avec beaucoup de clarté dans mon livre, Mathieu Bock-Côté, que si on commence à importer des États-Unis, des flux culturels qui nous sont radicalement étrangers, quand j'entends une Ramayad nous expliquer que quand elle passe devant la statue de Colbert, elle baisse la tête. Moi, je rappelle que comme ministre des Finances, je suis un lointain héritier de Colbert. Oui. Et Colbert, il doit être une fierté nationale. Il peut y avoir effectivement des pardons dans son action, comme dans toute action politique. Mais si on commence à déboulonner les statues, à déboulonner les grandes figures de l'histoire de France, à reprocher à Richelieu ce qu'il a fait au siège de La Rochelle contre les protestants, sans voir ce qu'il a fait pour l'unité de la nation française, vous déboulonnez pas simplement les statues, vous déboulonnez les consciences françaises. Vous déboulonnez la fierté que l'on peut avoir au plus profond de soi-même d'être français. Et au bout du compte, vous risquez d'avoir une nation en miettes. C'est bien pour cela que je ne cesserai de répéter matin, midi et soir, tous les jours, dans ce combat démocratique qui s'annonce, que la question culturelle
est la question centrale. Monsieur le maire, il y a, pour conclure le combat pour 2022, il y a aussi le combat pour 2027. J'ai noté d'ailleurs que vous parlez d'un objectif de maîtrise des dépenses pour 2027. Quoi qu'il arrive, ce ne sera plus Emmanuel Macron. On connaît vos ambitions. Tout est possible, tout est ouvert. Je me demande, j'hésite entre ridicule et grotesque que d'évoquer cette question de 2027. Pourquoi ? Parce que... non, mais je ne le dis pas pour vous. Hein. Non, mais je peux le prendre ainsi. Mais moi, j'hésite entre langue de bois et naïveté que vous n'y pensez pas. Non, pas un instant. Je ne pense à autre chose que l'élection qui va se dérouler dans 4 mois. Pourquoi, Sonia Mabrouk ? Non, c'est pas de la langue de bois. Je fais très peu de langue de bois. Les ambitions, je les ai eues. Je vous l'ai dit, je ne me cache jamais derrière mon crayon. Vous les avez plus ? J'ai voulu être président de la République, je me suis présenté à une primaire. J'ai voulu diriger l'UMP, je me suis présenté face à Nicolas Sarkozy. J'ai été candidat à de multiples élections. Et des ambitions ne s'abandonnent pas comme ça au bord du chemin aussi facilement que cela. Je préfère être très clair là-dessus pour qu'on ne me reproche pas la langue de bois. Mais simplement, mesurons bien où nous en sommes. 35% des Français aujourd'hui sont prêts à voter pour Éric Zemmour ou Marine Le Pen pour l'extrême droite. La moitié des Français, ou presque, si vous rajoutez l'extrême gauche, aujourd'hui seraient prêts à faire sécession et à dire il faut que nous passions à des choses radicalement différentes qui planteront le pays. Donc et le le moment mettront est important, droit dans le mur. et vous êtes concentré. Donc franchement, se concentrer sur autre chose que ce combat-là, je le redis, ce serait soit ridicule, soit grotesque, j'ajoute un adjectif, soit totalement irresponsable. Merci Bruno Le Maire d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous. Je remercie chaleureusement Cécile Cornudet, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés, et Mathieu Bocoté. Et à dimanche prochain, bien sûr, sur nos 2 antennes. Le grand rendez-vous Europe 1.